Grand format, une émission culturelle et religieuse. Pour clore cette 16e édition, l'Université chrétienne d'été de Castanet conviait un duo. Marie-Christine Monnoyer, professeure à l'Institut catholique de Toulouse, et Hervé Pinard, ingénieur et syndicaliste. Tous deux abordaient le thème du travail, une situation contrastée. Alors nous avons choisi un sujet qui est un peu difficile, parce que tout le monde a des tas d'idées sur le travail, positives ou négatives. C'est sans doute pour ça qu'on est venu à deux, parce qu'à deux on se sent plus fort, on fait plus communauté, et puis surtout on a des vies différentes et des expériences différentes. Alors comme vous le voyez, puisque je suis une femme, c'est moi, Marie-Christine Monnoyer, et mon voisin qui est un homme, c'est Hervé Pinard. Hervé, à vous de vous présenter. Je suis en fait ingénieur et je travaille dans le groupe Airbus. Je ne suis pas ici pour vous parler d'Airbus, mais par contre, mon expérience professionnelle est celle d'un grand groupe international et dans un monde plutôt d'ingénieurs. Donc c'est important à le dire parce que par rapport à ce que je vous dirai tout à l'heure, ça a sa part d'importance. Et donc effectivement, depuis quelques années, je suis très engagé à la CFDT du groupe Airbus. Bon, et moi, je suis professeur. Je travaille à l'Institut catholique de Toulouse, où j'exerce une responsabilité qui est je suis titulaire d'une chaire de recherche qui s'appelle la chaire Jean Rodin. Je suppose que tout le monde connaît Jean Rodin, le fondateur du Secours catholique. Donc c'est une chaire de recherche qui réfléchit surtout sur les problèmes de gouvernance et de vulnérabilité. Et avant d'être avant d'être à la Cato, j'étais professeur en sciences de gestion à l'université Toulouse-Capitole. Donc j'ai un petit peu déménagé, mais je suis toujours professeur. Et en fait, aujourd'hui, j'enseigne essentiellement ce qui s'appelle la responsabilité sociale des entreprises. Et donc, ça a tout à fait à voir avec les problématiques du travail. Alors, si vous voulez, je vais commencer par une petite phrase. C'est une phrase d'un sociologue qui s'appelle Alain Supiot, et la phrase a été écrite en 2019. Le travail n'est pas une marchandise, car il n'est pas séparable de la personne du travailleur, et son exécution mobilise un engagement physique, une intelligence, des compétences qui s'inscrivent dans la singularité historique de chaque vie humaine. Il nous a semblé que cette phrase était lourde de sens et qu'elle pouvait un petit peu nous inspirer pour le reste de cet échange. Alors, comme vous le voyez, on a travaillé à quatre mains. Et à chaque fois, on met le regard de l'économiste et le regard du syndicaliste. La théorie et le terrain. La théorie, c'est moi, le terrain, c'est lui. Et on va s'interroger pourquoi il y a des différences considérables selon les personnes et pourquoi, lorsqu'on trouve qu'il y a des problèmes graves, est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce qu'il y a des remèdes? Est-ce que ça pourrait aller mieux? Est-ce que ça pourrait aller plus mal? Voilà ce que nous allons voir avec vous. Alors, on a choisi de mettre des chiffres. Je sais bien que souvent, les gens n'aiment pas trop les chiffres, mais les chiffres, c'est une base. 2 et 2, ça fait 4. Aujourd'hui, il y a 2,3 millions de personnes qui sont au chômage, ce qui représente 7,5% de la population active. Mais j'ajoute 2 chiffres. Celui des 25-49 ans, c'est la pleine période de la vie active. Là, vous voyez qu'on a 6,8% des actifs de cette tranche d'âge qui sont au chômage. Et si on prend les plus de 50 ans, on est à 5% des gens qui sont au chômage. Mais il y a des pré-retraites, il y a etc. Donc il est logique que les chiffres ne soient pas les mêmes. Alors on va prendre des chiffres qui sont lourds. Et le premier d'entre eux, c'est le nombre de démissions. C'est-à-dire les gens qui décident de quitter leur job.
Vous voyez que en 2023, vous comprenez pourquoi il n'y a pas 2024, parce qu'on n'a pas fini l'année, on a 500 000 personnes par trimestre qui démissionnent. En 2015, on en avait 200 000. Donc ça veut dire qu'il y a un phénomène de démission qui est beaucoup plus fort qu'il ne l'était autrefois, en 2015, il y a 10 ans. Quand on regarde pourquoi les gens disent qu'ils veulent démissionner, c'est parce qu'ils trouvent que leur boulot n'a pas de sens ou qu'il ne correspond pas à ce qu'ils souhaitent faire. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont fatigués, abîmés, c'est parce que le job ne leur plaît plus, ne correspond plus à ce qui est pour eux important quand on va travailler. À chaque fois, je mets ma source, et donc ça veut dire que c'est vérifiable, et que ce sont toujours des sources extrêmement officielles, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, parmi les gens qui travaillent, vous voyez qu'il y en a un peu plus de 17% qui sont des salariés à temps partiel. Mais un quart d'entre eux aimeraient bien travailler davantage. C'est-à-dire qu'il y a parmi ces gens-là du temps partiel qu'on appelle contraint, parce qu'on vous propose un job à 25 heures et pas à 35. Si vous regardez bien, il y a 26% des femmes qui sont à temps partiel. C'est-à-dire que le temps partiel touche plus les femmes. En fait, il touche plus les activités de service, entre autres dans le commerce, etc. Et souvent, on propose des jobs qui sont à 25, voire 15 heures par semaine. Vous vous doutez que c'est moins rentable que si vous travaillez à 35 heures. Et vous voyez aussi que ce sont davantage des employés, pas des ouvriers, mais des employés. C'est-à-dire que dans le monde du service, qui est plus particulièrement travaillé par les femmes, eh bien, le temps partiel est plus répandu. On verra ce que ça peut vouloir dire. Alors, parmi les chiffres lourds, 6,4 millions d'arrêts du travail en 2012. Mais maintenant, 8,8 millions en 2022. On ne va pas analyser le chiffre comme ça parce qu'il est très compliqué. Parce qu'on peut lui faire dire plein de choses. Augmentation des arrêts de travail de convenance, travail tellement fatigant que, etc. Toujours est-il que ça veut dire que dans notre pays, en ce moment, il y a 8,8 millions d'arrêts de travail. Évidemment, ça coûte cher aux hommes qui sont arrêtés, aux hommes et aux femmes qui sont arrêtés, et à la sécurité sociale qui paye les indemnités que nous recevons quand on est malade. Mais il y a des chiffres qui me paraissent encore pires. 750 000 accidents du travail par an. C'est un chiffre de 2023. 35% des arrêts maladie, donc des 8,8 de tout à l'heure, sont des arrêts qui sont liés à ce que l'on appelle les risques psychosociaux. C'est-à-dire que ça a beaucoup augmenté. Et vous voyez, j'ai écrit premier poste des dépenses maladie. Ça coûte plus cher que le cancer. Donc ça vaut la peine de se poser la question, pourquoi il y a tant d'arrêts qui sont liés à des risques psychosociaux. Et puis, il y a ceux qui meurent sur leur lieu de travail. 661 personnes sont mortes en 2023 sur leur lieu de travail. J'ai bien dit sur le lieu de travail, dont 37 suicides. Alors, en plus de ces 661, il y a des gens qui ont des maladies professionnelles et il y a des gens qui sont morts sur la route, pendant le trajet, en allant à leur lieu de travail. Donc vous voyez qu'on atteint un nombre de personnes qui meurent au travail, à cause du travail, qui est extrêmement important. Donc ce sont des chiffres qui sont lourds et qu'il faut que nous essayions de comprendre. Alors d'un autre côté, on a aussi d'autres chiffres. Le premier que vous voyez juste derrière nous, c'est 77% des actifs, donc des gens qui travaillent, sont contents de ce qu'ils font et du lieu sur lequel ils travaillent. Donc on a parlé de ceux qui meurent, et puis on parle de ceux qui sont contents. 77%, bon, ça fait les 3/4. Ça veut dire qu'il y en a 23% qui ne sont pas satisfaits. Mais c'est quand même une grosse proportion. Et je ne suis pas sûre que ce ne soit pas un chiffre qui vous étonne.
dire qu'il y a les 3/4 des gens qui sont contents d'aller au boulot, eh bien, c'est important. Alors, autres points qui sont aussi parfois moins connus. L'évolution des salaires. En 2024, on est en glissement annuel à plus 3,5 pour une inflation qui est de 2%. Ça veut dire 1,5% de pouvoir d'achat en plus. Donc on ne peut pas dire que le pouvoir d'achat baisse. Alors, pour M. Dupont ou pour M. Durand, c'est possible. Mais pour M. Duschmolk, c'est beaucoup plus. Donc, en moyenne, on a une poursuite du pouvoir d'achat sur toutes les dernières années. Je vous donne le dernier chiffre, mais on a beaucoup parlé cette semaine du SMIC. Le SMIC, c'est 1 747 € par mois brut en ce moment. Le salaire d'un cadre, pour un cadre débutant, c'est 3 400 brut par mois. C'est le chiffre moyen. Enfin, le SMIC, c'est le chiffre pour tout le monde, mais pour les autres, c'est un chiffre moyen. Mais vous voyez apparaître que pour un cadre confirmé, c'est 8 400 € par mois. Donc des écarts de salaire qui ne sont pas ridicules. Je n'ai pas pris le patron de Stellantis, parce que lui, il gagne par jour ce qu'un smicard ne gagne même pas par mois. Bon, c'est important d'avoir des repères. Pour moi, les chiffres, ce sont des repères. Ça m'aide à faire des comparaisons et qui ne sont pas uniquement parce que j'ai rencontré mon frère, mon cousin ou ma voisine de palier. Alors, et si on a choisi ces chiffres-là, c'est parce que c'est important pour la suite. 47% des salariés ont entamé des processus de reconversion pour changer de boulot. Alors ça peut être des petites modifications ou ça peut être des énormes modifications. Vous avez tous entendu parler de gens qui étaient ingénieurs et qui deviennent boulangers, de femmes qui étaient médecins et qui deviennent fleuristes. Ça existe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un courant qui conduit les personnes à se dire « si je veux changer de boulot, il faut que je me forme ». Et comme j'ai vraiment envie de changer de travail, je vais commencer petit à petit à me former. Mais parallèlement, il y a plein de gens qui n'ont subi, qui n'ont bénéficié, qui n'ont demandé, qui n'ont obtenu pas de formation. Il y a 28% des salariés qui ne se souviennent pas de la dernière fois où ils sont allés en formation. Soit parce qu'ils ne l'ont jamais demandé, soit parce qu'on ne leur a jamais proposé. Enfin, toujours est-il que la formation, ils la font sur le tas, tout seuls, ou ils n'en font pas. Et évidemment, dans un monde qui bouge beaucoup, ça a une incidence. Donc vous voyez, on vous a présenté deux images. Une image très négative avec les morts au travail, etc., les maladies. Et puis une image plus positive avec des salaires qui tiennent la route par rapport aux évolutions des prix, des gens qui font de la formation. Donc il y a vraiment... En fait, on a l'impression que c'est comme si on changeait, on met des lunettes noires et des lunettes roses. Pas tout à fait roses, mais enfin un peu plus claires, quoi. Alors, étant donné qu'on a ça, vous comprenez pourquoi on a choisi le mot ambigu. Parce que quand on regarde le petit dessin, là, avec cette planche, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, hein? Est-ce qu'on prend les lunettes roses ou est-ce qu'on prend les lunettes noires? Et les deux sont vrais. Donc, qu'est-ce qui explique cette ambiguïté? Bon, et bien on va donc on creuse. Passer au regard du syndicaliste, donc. Et donc, effectivement, ce que je constate depuis quelques années, c'est, pour un certain nombre de salariés, ce qu'on peut qualifier de fuite. Les gens veulent partir de leur entreprise. Le nombre de démissions, effectivement, moi je le vois au niveau de la société, Marie-Christine le voyait au niveau global des statistiques françaises, le nombre de démissions a énormément augmenté. Alors on est quand même loin de ce que les Américains appellent le Be Quiet, parce qu'aux États-Unis, je me demande si c'est pas un quart des salariés qui ont démissionné en une année. Enfin, c'est absolument monstrueux, c'est énorme.
Et en plus, aux États-Unis, il y a une raison qui ne s'applique pas tellement en France avec la Covid, c'est qu'aux États-Unis, ils n'ont pas eu de chômage partiel. Les gens, ils ont perdu leur job au moment où tout s'est arrêté. Et il y en a beaucoup d'entre eux qui se sont trouvés une façon de vivre autre que le job qu'ils avaient et puis qui ne sont pas revenus. En France, on n'a pas tout à fait le même problème, on n'est pas sur la même ampleur. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de gens qui partent. Je vous dis que j'étais chez Airbus, moi je suis dans la division satellite, c'est une entreprise dont on ne partait pas. Il n'y avait pratiquement jamais de démission. On avait sur l'établissement, pendant des années et des années, on avait 10, 15, 20 démissions par an. On est à 100 démissions par an aujourd'hui. En l'espace de quelques années, on a multiplié le nombre annuel de démissions par 4. Bon, ça commence à se voir, ça commence à faire beaucoup de gens qui partent. Alors par rapport à l'effectif, c'est pas tant que ça, et par rapport à d'autres entreprises, c'est pas tant que ça. Mais ça traduit quand même quelque chose, parce que quand il y a un gars qui démissionne, il y en a 3 qui ont pensé à le faire. Et je dis 3, je pourrais dire 4, je pourrais dire... ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas bien dans leur travail. Alors les vieux, c'est moi les vieux, hein. Ceux qui sont proches de la retraite, la plupart d'entre eux, ils attendent qu'une chose, c'est qu'il puisse y avoir un plan social qui leur permette de partir avec un gros chèque, le plus vite possible. Et quand je vois ce genre de réaction qui est très fréquent, c'est dramatique. Ça veut dire qu'ils n'ont plus envie de rester dans l'entreprise. Si on a envie de rester dans l'entreprise, on n'attend pas avec impatience le prochain plan social. Et c'est vraiment une attitude assez systématique. Et puis on constate également autre chose, c'est des salariés, alors ça reste en petit nombre, mais c'est des choses que je ne voyais pas du tout il y a quelques années et que je vois de plus en plus souvent. C'est des salariés qui veulent complètement changer de vie. Les exemples que j'ai mis là, aller faire de la menuiserie ou cultiver les oliviers, je ne les ai pas inventés. C'est des exemples que j'ai vus. Des gens qui disent, moi je quitte l'entreprise, j'ai passé un CAP de menuisier, un autre qui me dit, une autre d'ailleurs en l'occurrence, qui me dit j'en ai marre, des gens qui sont ingénieurs, qui ont une situation stable, un bon salaire, on a vu que les ingénieurs ne sont pas trop mal payés, et qui lâchent tout en disant je vais cultiver une oliveraie, voilà, ou je vais faire du maraîchage en Anjou, ou des choses comme ça. Donc là aussi, comme je dis, sur la planche, il n'y en a pas beaucoup qui le font, il ne faut pas exagérer. Hein. C'est pas un truc, c'est pas la moitié des salariés qui font ça. Ça se compte sur les doigts d'une seule main chaque année. Mais c'est quand même étonnant parce que c'est pas un cas complètement isolé. Il y en a, moi j'en ai vraiment vu plusieurs ces dernières années. Et au total de tous ces éléments, les démissions, comme je dis, les vieux qui cherchent à partir en retraite le plus vite possible, et les gens qui carrément changent de vie, ça prouve que ils ne sont pas forcément satisfaits de leur travail et l'attachement à l'entreprise, c'est vraiment une valeur en forte baisse. Les gens, je me souviens quand j'ai été embauché il y a 38 ans, on m'a dit tu verras, c'est fini les gens qui font toute leur carrière dans la même boîte. Bon, moi j'ai fait toute ma carrière dans la même boîte et aujourd'hui je pense que ça devient, à l'époque il y a encore beaucoup de gens, chez nous il y a beaucoup de gens qui ont fait toute la carrière. Mais parmi ceux les jeunes qu'on recrute aujourd'hui, je pense qu'il n'y en aura vraiment pas beaucoup. Quand on fera le compte, quand mon successeur viendra dans 38 ans faire la prochaine conférence, je pense que s'il a fait toute sa carrière dans la boîte, ça sera vraiment un phénomène. Alors la souffrance au travail, alors ça c'est quelque chose qui, pareil, c'est quelque chose dont on ne parlait pas il y a 20 ans, 25 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, mais ce n'était pas un sujet marquant. Et là, maintenant, c'est un sujet, au niveau syndical, c'est un sujet vraiment quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que les boîtes, les grosses boîtes, parce que ce que je dis, moi, j'ai l'expérience Airbus, mais de ce que je peux comprendre, toutes les grosses boîtes, c'est pareil. Hein. Airbus, c'est pas ni mieux ni pire. C'est dans toutes les grosses boîtes, d'abord, on réorganise tout le temps. Alors ces réorganisations, elles amènent un certain nombre de gens qui les vivent assez mal, parce que des fois, ils se retrouvent tout d'un coup... Au cours d'une réorganisation, on peut découvrir que tiens, j'ai plus de poste. Alors, quand on est dans une grosse boîte, on n'est pas licencié, hein, ça se passe pas comme ça. Ça va revenir, on va retrouver. Mais enfin, c'est pas une situation confortable de se retrouver un beau matin, et j'ai plus de poste. Le nombre d'arrêts maladie, effectivement, ne cesse d'augmenter, en particulier, effectivement, les arrêts maladie pour cause de risques psychosociaux. RPS, c'est un mot, c'est pareil, il y a 20 ans, on n'utilisait pas ce mot-là. Nous avions un accord dans le groupe qui s'appelait accord stress, qui datait de 2010. Là, on est en train de le remplacer. Et le thème qu'on emploie, c'est la prévention des RPS. Et c'est devenu un sujet vraiment, vraiment important. Alors moi, ce que je constate, c'est que souvent, on parle beaucoup de burn-out.
Alors le burn-out, le vrai burn-out, il y en a, ça existe, et c'est dramatique pour les gens qui le vivent, c'est un épuisement professionnel. Le burn-out, c'est quelqu'un qui souvent est très engagé dans son boulot, qui fait des horaires énormes, et puis un matin, ces gens-là témoignent, et un matin, ces gens-là, ils vous disent, un matin, j'ai pas pu me lever, je n'ai pas pu sortir de chez moi. Et là, on voit des gens qui sombrent dans des c'est très long souvent, hein, mais finalement, c'est quand même rare, ce qu'on voit beaucoup plus, c'est les gens qui craquent pour cause de conflits de personnes. Ça peut être avec leur hiérarchie, ça peut être avec des collègues. C'est effectivement quelque chose qui... je me souviens, il y a quelques années, j'ai assisté au pot de départ, il y a 3-4 ans, hein, au pot de départ en retraite d'un de nos directeurs qui... il a eu un mot là-dessus, ça m'a marqué parce que ça veut dire que lui-même avait été marqué par ça dans sa responsabilité de directeur. Il nous a dit il y a trop de... Alors il a utilisé le terme burn-out parce que voilà, il a dit il y a trop de burn-out, faut vraiment qu'on s'en occupe, c'est vraiment, il y a beaucoup de souffrance avec ça, et il a bien dit, et d'ailleurs il a dit lui-même, en fait c'est pas des burn-out, c'est des problèmes de conflit souvent. Il le disait également de la même façon. Bon, il y a aussi d'autres cas. Il y a les cas de bore-out, au contraire. Je parlais de gens qui se réveillent un matin, il y a une organisation, ils n'ont plus de poste. Donc là, effectivement, ils peuvent se trouver aussi en difficulté. Mais personnellement, de ce que je constate quand même très souvent, le pire problème, c'est les conflits entre personnes. En fait. Alors après, il y a des aspects générationnels. Alors quand je dis ça, je suis toujours très prudent parce que toujours la tentation de dire « Ah, c'est jeune d'aujourd'hui » ou « Alors c'était mieux avant », etc. Mais bon, on constate quand même des choses qui sont... Alors d'abord, il y a une vérité. Le marché de l'emploi est plus porteur qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est plus facile de retrouver du boulot aujourd'hui, ça c'est indiscutable. Donc ça facilite aussi la démission. Quand on sait qu'on a plus de facilité à retrouver du boulot, on peut se permettre de démissionner plus facilement. Donc du coup, ça crée une peur du chômage qui est moins forte. Donc effectivement, on voit des jeunes qui n'hésitent pas à démissionner et ou alors aussi, ils préfèrent aller dans des start-up avec tous les risques que ça comporte, parce qu'une start-up, ça peut marcher super bien, mais ça peut fermer dans 3 mois. Hein. Donc là aussi, ils sont prêts à prendre des risques, beaucoup plus certainement. Et je pense qu'il y a un effet qui n'est pas négligeable, c'est que c'est plus facile de prendre des risques quand on n'a pas d'enfants. Et que comme l'âge de la maternité et de la paternité est maintenant en moyenne largement au-dessus de 30 ans, il y a beaucoup de jeunes qui passent facilement une dizaine d'années sans avoir de responsabilité familiale et qui par conséquent sont plus en facilité pour se dire je vais prendre des risques. Après, quand on doit assumer et qu'on a des enfants, c'est pas tout à fait la même chanson. Et puis alors il y a un autre aspect que je ne sais pas analyser, hein, c'est ce que je constate, c'est qu'on a l'impression que les jeunes sont moins bien armés pour supporter les conflits de personnes et les aléas de réorganisation et préfèrent partir. Les conflits de personnes, j'en ai toujours vu. Moi, j'ai vu des gens qui s'engueulaient avec les murs, qui en tremblaient dans tout le couloir, tellement ils criaient fort. J'ai vu ça dans les années 90. Et puis à la fin, les gens, ils démissionnaient pas, ils s'arrêtaient pas. Il n'y en avait aucun des deux qui était en arrêt maladie le lendemain. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient bien vécu la chose, hein, mais aujourd'hui, ce genre de scène, le lendemain, on a 2 arrêts maladie. Le salarié, si je fais le schéma, j'exagère à peine, je vais dire, l'altercation a lieu entre un salarié et son manager, le lendemain, les deux sont en arrêt maladie. Le salarié qui vient expliquer qu'il a été très maltraité, le manager qui est malade parce que ça s'est tellement mal passé qu'il ne le vit pas, puis en plus on lui explique qu'il vaut mieux qu'il aille aussi à la médecine du travail. Donc c'est vraiment des choses qui sont extrêmement fréquentes. Et puis effectivement, la deuxième chose que je trouve extrêmement surprenante et sur laquelle je n'arrive pas bien à mettre une explication, les cas de burn-out, les vrais, j'ai dit que ce n'était pas le cas le plus fréquent, mais il y en a quand même de plus en plus, et ils augmentent alors que le temps de travail diminue. Moi j'ai souvenir que mon papa qui était ingénieur aussi, quand j'étais gamin, il avait 4 semaines de vacances, point, pas de VRTT. On partait en vacances 4 semaines l'été, il n'était jamais en vacances à aucune des petites vacances d'été, ni même entre Noël et jour de l'an. Moi, j'ai eu, après la génération d'après où j'ai commencé, on avait 5 semaines, mais on n'avait pas les RTT, il n'y avait pas les 35 heures. Maintenant, si on ajoute les RTT, pour beaucoup de gens, on arrive vite à 8-9 semaines de congé. Et on travaille donc moins, c'est indiscutable. Et ce qui me surprend encore plus, c'est que je vois des jeunes ingénieurs, mais c'est manifestement, je veux dire, c'est pas... Ils craquent effectivement, ils sont en situation de burn-out, le vrai, celui d'épuisement professionnel. Et à chaque fois, je me dis, mais je ne comprends pas. Ces gars-là, ils ont fait des prépas d'école d'ingénieurs il y a quelques années, ils ont sûrement travaillé plus que ce qu'ils travaillent aujourd'hui, en quantité. Et là, j'avoue que je n'ai pas d'explication, mais je constate. Alors, ce qu'Hervé nous a partagé laisse entendre qu'il y a ce qu'aujourd'hui on appelle souvent un mal-être. Et ce mal-être, il faut qu'on essaye de
de comprendre pourquoi il existe. Pourquoi les gens sont fatigués, pourquoi quand ils ne sont pas d'accord, ils partent en congé maladie, pourquoi est-ce qu'il y a autant de mal-être. Alors vous voyez, je vais essayer d'expliquer avec 4 points très différents. D'abord, je vais revenir sur une notion qui est profondément travaillée maintenant depuis plus de 20 ans. Quand on a un poste de travail, on a généralement une fiche de poste. Et sur cette fiche de poste va s'ajouter des éléments qui vous disent ce que l'on attend de vous. Ça peut être très détaillé. C'est ce que l'on appelle le travail prescrit. On vous demande de faire ça et on attend à ce que vous le fassiez. Par exemple, si vous êtes infirmière, vous êtes dans un service, vous savez que dans ce service, il y a tant de patients, il y a donc tant de malades, il y a tant de médecins, et il va falloir aller voir chacun d'eux, etc. Si vous vous occupez de personnes âgées, eh bien, dans une EHPAD, vous allez avoir tant de résidents, et tous les matins, il va falloir faire des toilettes, apporter à déjeuner, etc., etc. Mais ça va très loin. Par exemple, dans un EHPAD, le temps de toilette, c'est 8 minutes par résident. 8 minutes, c'est pas beaucoup, hein. Mais c'est ça. Et donc, ça veut dire que dans votre matinée de travail, vous devez avoir fait la toilette de X personnes. Ça, c'est le travail prescrit. La réalité de la vie est toujours différente. Que ce soit parce que vous êtes aide-soignante ou parce que vous êtes prof. Normalement, vous faites 1 heure de cours, ou 1h30 ou 2 heures. S'il y a 10 étudiants qui vous attendent à la sortie, votre heure de cours, ce n'est pas 1, c'est 2. Ça, c'est le travail réel. Mais sur votre fiche de travail, on vous a dit que vous aviez fait 1 heure de travail. Alors, cette différence entre le travail prescrit et le travail réel, elle est devenue de plus en plus importante. À cause, et je vais le dire parce que j'ai parlé il y a 2 ans du numérique, un peu à cause du développement du numérique dans nos pays. Parce qu'on a calculé le temps moyen nécessaire pour réaliser une charge. Si vous êtes une secrétaire et qui doit travailler sur un certain nombre de documents, normalement, vous devez arriver à faire tant de pages par jour, etc. Ça a été calculé sur des moyennes. Si j'ai donné le temps moyen pour faire la toilette dans une EHPAD, c'est parce qu'on a fait un calcul moyen, on a dit normalement ça passe. En fait, ça ne passe pas. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les personnes qui ont cette charge de travail, qu'est-ce qu'elles font? Elles assument ou elles n'assument pas? Les étudiants qui sont à la porte de mon amphi, je leur dis, je suis désolée, mes enfants m'attendent, et je les laisse avec leurs questions. Ou dans la personne à l'EHPAD qui est chargée des toilettes, elle va un peu vite, et puis elle dit je vois, c'est ce qu'on disait souvent à maman, bah vous finirez toute seule. Vous allez bien arriver à faire votre toilette. Et donc, en fait, le travail prescrit et le travail réel, peut-être vont se recaler, mais celui qui le fait, il est mal. Si je dis à mes étudiants, écoutez, je suis désolée, et que je le dis à chaque fois, je peux le dire une fois, si je leur dis à chaque fois que je sors de l'amphi, écoutez, j'ai autre chose, j'ai mes petits-enfants qui m'attendent pour déjeuner, ben, en rentrant, je me dis quand même, j'ai pas bien fait mon boulot. Donc ce point-là, c'est un point très important. Surtout si vous êtes l'ingénieur chez Airbus et que vous aviez rêvé que vous alliez fabriquer des avions et qu'en fait, parce que ça fait 3 fois qu'on change de technique, eh ben vous avez encore fabriqué aucun avion. Et vous dites, ben, pourquoi est-ce que j'ai fait 2 ans de prépa, 3 ans d'école, etc. Et qu'en fait, je fais des avions, puis ils sont pas bons, etc. Je perds le sens de mon travail. J'ai appelé ça une activité empêchée. C'est-à-dire que la différence entre le travail réel et le travail prescrit a fait qu'en fait, je suis mal dans mes baskets à la fin de ma journée de travail. Alors allons sur le côté. Si vous êtes au chômage, évidemment, vous ne pouvez pas travailler. Bon, là, c'est simple. Mais si vous acceptez d'être celui qui transporte le repas sur son vélo, l'Uber, ou qu'est-ce que c'est comme vrai travail? C'est, vous faites quelque chose, on ne va pas dire que vous ne faites rien, vous travaillez. Mais c'est un travail qui est sans aucune garantie,
qui est extrêmement précaire, et il est précaire parce qu'en fait, il est possible qu'il soit précaire. Il a été pensé comme précaire. Donc, ce n'est pas du tout le travail structuré, organisé, solide, qui fait que vous savez que demain, vous allez continuer à travailler et que vous allez, à la fin du mois, avoir tel salaire et qu'à la fin de l'année, vous partirez peut-être en vacances. Cette précarisation d'un certain nombre de statuts de travail, elle est extrêmement lourde et très mal vécue par les personnes. Alors, on peut encore aller aussi loin. Et ça ne vous étonnera pas que ce soit une femme qui vous le dise. Évidemment que les salaires des femmes sont encore inférieurs à ceux des hommes. Partout. Ou quand ce n'est pas complètement le salaire, pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de femmes? Et pourquoi il y a encore des gens qui se demandent si on ne pourrait pas avoir... Enfin, je ne vais pas dire ça aujourd'hui. Une présidente de la République. Je ne vais pas dire ça aujourd'hui. Mais non, je ne vais pas dire ça. Mais bon, je ne vais pas dire. Mais qu'on ne pourrait pas avoir un Premier ministre féminin. On en a déjà eu, ça n'a pas forcément plu. Mais donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des métiers dans lesquels on se dit encore pourquoi il y a si peu de femmes. Et c'est du travail empêché. Parce qu'il faut que vous sachiez, par exemple, que même chez Airbus, il n'y a pas tellement de femmes ingénieurs. Il y en a beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Mais au moment du baccalauréat, dans les baccalauréats scientifiques, il y a plus de filles que de garçons. Et pourquoi est-ce qu'il y a moins de filles que de garçons en prépa mathématiques qui conduisent aux écoles d'ingénieurs? C'est une bonne question. Et c'est une question qui font peut-être que les filles sont un peu empêchées de faire des métiers qu'on juge encore masculins. Ces écarts-là, ils sont importants. Il y a des évolutions extrêmement fortes qui ont eu lieu dans les 20 dernières années. Et quand je me souviens de mes premières responsabilités, quand j'étais un jeune chargé d'études, il y avait une fille, moi. Tous les autres, c'était des mecs. Donc, c'est plus du tout comme ça. Mais c'est encore comme ça, et en particulier sur certains métiers. Le dernier point que je voudrais aborder sur ce que j'appelle l'activité empêchée, c'est la question des collectifs de travail. Aujourd'hui, les entreprises sont des multinationales. Airbus, il est présent en Allemagne, il est présent en Espagne, il est présent dans je ne sais plus combien de pays. Je crois que je me souvenais de 95 pays à un moment donné. Donc, il est partout. Et quand on est partout, quelque part, on va vous dire qu'on est nulle part. Mais ça veut dire que son chef, il est peut-être très loin. Et donc, ce qui était, il y a encore 25 ans, un collectif de travail des gens qui se suivaient et qui restaient longtemps dans la boîte et qui, du coup, avaient l'habitude de creuser des relations interpersonnelles fortes, eh bien, ces collectifs de travail, ils ont éclaté sous l'effet, en particulier, de la mondialisation. C'est un des aspects de la mondialisation. Et la numérisation a amplifié le problème. Parce que maintenant, on peut travailler à distance. C'est bien de travailler à distance. C'est commode, on a moins de trajets. Mais on ne se voit pas, on ne mange pas ensemble. Et quelque part, il vaut mieux discuter en mangeant un steak frites que de ne pas discuter du tout parce qu'en fait, derrière l'écran, quand on est 10, on ne discute pas. Le collectif de travail, il est beaucoup moins fort. Ou du moins, il est beaucoup plus difficile à construire. Et on a moins l'habitude. Alors, ceci a eu un autre effet. Quand vous voyez, quand votre patron ou votre chef de service, vous le croisez tous les matins, il faut espérer qu'il vous dise bonjour. Et que de temps en temps, quand on s'aperçoit qu'il y a eu quelque chose de très très bien, ils vous disent « Ah non, ça c'est du bon boulot ». Cet élément-là, c'est du bon boulot. C'est fondamental dans la vie. Si personne ne vous dit que vous avez bien travaillé, c'est pas drôle. Et c'est vrai pour tout. Quand j'ai fait 1h30 de cuisine et que personne ne me dit que c'est bon, je suis pas contente. Alors je dis, c'était bon? Mais bien sûr, mais c'est toujours bon. Oui, mais ça va mieux quand vous me le dites. Et cette reconnaissance du travail, elle est très liée à la façon dont le travail est organisé. Parce que sur certaines lignes de travail, et même lorsque les gens travaillaient beaucoup à la chaîne, quand le contremaître disait « Oh, aujourd'hui, vous avez vraiment été bon », tout le monde partait content. Donc, tous ces éléments-là, qu'ils soient petits ou qu'ils soient extrêmement importants, ont une incidence sur ce que, tout à l'heure, Hervé vous a expliqué pourquoi les gens s'en vont.
Pourquoi est-ce qu'ils se sont beaucoup disputés et finalement ils décident qu'ils ne se serrent pas la main à la fin de la discussion et qu'ils se mettent en congé de maladie le lendemain? Parce qu'il n'y a pas eu ça. Voilà pourquoi, voilà une des raisons des difficultés. Alors on va aller encore plus loin et on va parler de ce que l'on appelle maintenant le management désincarné. Ça veut dire qu'il n'a pas de corps. Et chez les chrétiens, on sait bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'organisation du travail, elle s'est distendue. Tout à l'heure, j'ai dit, on a fait un process qui dit que l'infirmière, elle doit travailler comme ci, comme ça, le prof, il doit travailler comme ci, comme ça, etc. Qui c'est qui l'a pensé? Quelqu'un. Mais où? Et on n'en rencontre jamais, ce quelqu'un. Il est loin, et même l'ingénieur top niveau se retrouve avec un truc où on lui dit « Voilà les process que vous... » Et d'où ça sort, ça? Mais est-ce qu'il a pensé à ça? Est-ce qu'il a pensé... Ici, c'est pas comme ailleurs. Et cette définition très hiérarchiquement parfois haut élevée et géographiquement distendue, eh bien, c'est une désincarnation des dispositifs. Et alors, comme de temps en temps, ils sont pensés, ces dispositifs, par des sociétés de conseil qui vont vendre leurs conseils dans la sidérurgie, dans l'aéronautique, dans le textile, vous n'allez quand même pas me dire qu'on construit un avion comme on fait une robe. Pourtant, des fois, c'est le même process. On a la même façon, la même ligne. Eh bien, ceci est extrêmement difficile à vivre et peut conduire à tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Alors l'autre point, c'est évidemment, on est tout le temps en train d'essayer de réduire les coûts pour être compétitif ou pour être plus profitable, les deux. Cette réorganisation, et tout à l'heure on évoquait le fait que les gens vivent des réorganisations successives, c'est toujours pour réduire les coûts ou parce qu'on dit que le concurrent est mieux installé ou parce que les actionnaires n'ont pas été suffisamment servis l'année dernière. Alors, quand on dit qu'il faut faire des gains de productivité, c'est ça, réduire les coûts. Ça se traduit souvent par « on en enlève un dans la chaîne de production ». Et donc, c'est pour ça que j'écris « elle est anorexique en main-d'œuvre ». On croit qu'on peut faire avec moins d'hommes, sui generis, bien sûr. Et du coup, on va être plus productif, mais on va se fatiguer davantage. Même si, en fait, on n'a fait que 35 heures, mais des fois, on fait en 35 heures ce qu'on faisait avant en 42. Évidemment, le soir, on est sur les rotules. Cette organisation de recherche d'une productivité, et je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas faire de la productivité. Tout à l'heure, en dînant, il y avait une dame qui disait qu'il y avait trop de fonctionnaires qui fichaient pas grand-chose. Peut-être que si on réduisait, ça ferait de la productivité. S'ils fichent pas grand-chose, effectivement. Mais cette gain de productivité se traduit souvent par moins de personnes. Et moins de personnes, alors ça devient difficile à vivre. Alors vous voyez, je suis allée aussi chercher d'autres choses. Dans la plupart des structures de production, il y a différents niveaux, il y a une hiérarchie. Et vous avez ce qu'on appelle votre N+1, votre N+2, ce qui sont vos supérieurs hiérarchiques. Le N+1, auquel vous devez obéir, auquel vous devez rendre compte, auquel vous vous adressez si vous avez un souci. Souvent, il vous dit « j'y peux rien, on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, alors tu fais comme ça ». Et pour lui, c'est pas drôle du tout de dire ça. Ça veut dire moi je suis comme toi, je suis un maillon dans la chaîne, on m'a dit qu'il fallait faire ça, et point. C'est-à-dire que l'autonomie dans de nombreux niveaux de la hiérarchie, elle est réduite. Et là encore, vous avez l'impression d'être un pion dans l'organisation productive. Et vous donnez moins de sens à votre travail. Et si ça dure, vous dites, moi je vais devenir menuisier, c'est moi qui déciderai comment je fais les meubles, et ça ira comme ça. Je gagnerai moins bien ma vie, mais au moins, je serai responsable vraiment de ce que je fais. Vous voyez combien cette question de la relation humaine entre les équipes, entre les niveaux hiérarchiques, entre la distance,
Mon patron, il est à Paris. Et encore, c'est pas très loin. Mais s'il est à New York, c'est vraiment très très loin. Et en fait, je le vois jamais. Et il me connaît pas. Et donc, cette réduction de l'humanité à l'intérieur des équipes de travail, eh bien, elle est très difficile à vivre. Alors, quand j'ai lu la partie théorique que Marie-Christine m'a envoyée avant que je mette, moi, mon complément, ben, je me suis dit, bah oui, je reconnais tout à fait tout ça. C'est pour ça que ma première phrase, là, c'est oui, l'analyse théorique est en tout point confirmée par l'expérience de terrain. Alors, on parlait de management éloigné. Effectivement, moi, je le vois, ça fait 20 ans que, à chaque fois que je suis en comité d'entreprise, en CSE maintenant, je le dis, chaque réorganisation, je le dis, arrêtez de faire des équipes transnationales avec, et ça, ce que je vous dis, c'est du réel, c'est pas, je n'exagère pas, avec une équipe d'une dizaine de personnes réparties dans 4 pays et dans 7 établissements. Vous avez un chef à Munich, il y a un deuxième allemand qui est à Brême, il y a un anglais à Portsmouth, il y a un français à Toulouse, un autre français à Elancourt, un espagnol à Madrid. Voilà, c'est comme ça, réellement ça se passe comme ça. J'ai même vu récemment un cadre supérieur qui est venu me voir parce qu'il était en difficulté lui aussi, et qui m'a expliqué que lors de la dernière réorganisation, on l'a complètement changé de responsabilité, on lui a donné une équipe. Il n'y en a aucun c'est un gars qui est dans l'établissement à Toulouse, il n'y en a aucun, ils sont tous dispersés dans l'Europe. Donc je connaissais les salariés isolés, là j'ai trouvé un manager isolé. Et donc sinon effectivement, dans ce genre de situation, bah, le manager il voit son équipe, ça c'est un nouveau mot, ça, mais qu'on utilise beaucoup depuis le Covid, en présentiel maintenant on dit, et il ne la voit que 3 ou 4 fois par an, et encore si c'est un manager appliqué qui cherche à faire plusieurs fois dans l'année des rencontres de son équipe réunie. Ce qu'on lui déconseille, vous avez quand même des voyages à payer pour l'entreprise, c'est quand même cher. Alors après, il va faire ça par Google Meet, mais effectivement, c'est pas la même chose. On va pas déjeuner ensemble après la réunion. Et puis, on le sait bien, il y a des choses qui passent différemment selon qu'on a la personne en face de soi ou selon qu'on a un écran entre les deux. Peut-être qu'il faut pas. Oui, c'est peut-être ça qui. Il vaut mieux que je me rapproche comme ça, mais que ça ne soit pas dans... Oui. Un autre point que je constate, moi, c'est les dégâts du management par objectif individuel. Quand on a une prime annuelle dont le montant dépend de l'atteinte d'objectifs individuels, si le copain, là, le collègue du bureau d'à côté, il est sous l'eau, il n'y arrive plus, bah, ce n'est pas dans mes objectifs de l'aider. Moi, j'ai des objectifs à remplir. Alors, on trouve heureusement encore des réflexes humains chez un certain nombre de gens, mais ça aide pas du tout. Le mot process, le fameux mot process. Maintenant, c'est plus... voilà, le boulot, c'est des process. On a un process, il faut appliquer le process. On prend quelqu'un qui n'est pas formé, qui n'a pas d'expérience, on le met sur un boulot, on lui file le process, il faut qu'il applique le process. Et comme dans toute activité, il y a des choses qui paraissent évidentes à celui qui le fait depuis 20 ans, mais qui ne sont pas évidentes à celui qui ne le fait pas. Si vous avez un jeune enfant à qui vous confiez, enfin vous commencez parce qu'il a grandi à lui dire de passer l'aspirateur, si vous ne lui dites pas qu'il faut commencer par le brancher, il ne le fera pas. Dans le boulot, c'est la même chose. Si quelqu'un qui n'a jamais fait ce travail-là, vous lui mettez une fiche devant lui, pour reprendre ma comparaison, s'il ne sait pas qu'il faut brancher le truc et que ce n'est pas écrit qu'il faut le brancher, ben, il va dire ça ne marche pas. Et ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Ça pose d'ailleurs des problèmes de sécurité, souvent, parce que quelqu'un d'expérimenté détecte tout de suite une situation anormale et éventuellement une situation dans laquelle il y a un risque, alors que celui qui n'a aucune expérience et se contente de suivre le process, s'il y a un gros problème et un gros bug, il continue. J'ajoute que c'est complètement démotivant parce que ça revient à nier complètement justement l'expérience professionnelle. Ça revient typiquement, il y a un truc,
qui existe toujours mais qui n'a plus aucune reconnaissance. Par exemple, aujourd'hui, il existe encore le meilleur ouvrier de France. C'est quelque chose qui existe. On a des gens, j'en ai rencontré chez Airbus, on a des gens qui savent faire de leurs mains des choses que personne dans cette salle, et moi le premier, ne sauront jamais faire. Mais ça n'intéresse pas l'entreprise, ça. Ça n'intéresse pas l'entreprise puisque tout est standardisé, il faut suivre des process. Donc en gros, l'idée, c'est que n'importe quel crétin malhabile doit pouvoir le faire. Donc avoir quelqu'un qui fait des choses totalement hors du commun, c'est absolument sans intérêt pour l'entreprise. Et c'est terrible du manque de reconnaissance que ça a pour les gens. Là, je parle du travail manuel, mais avec l'intelligence artificielle, on y est bientôt pour le travail intellectuel. La multiplication des canaux de communication. Alors, moi, j'ai 2 téléphones. Ça, c'est le pro. Ça, c'est le perso. Ah, j'ai eu un appel. Ah, sur le WhatsApp du groupe machin, j'ai quelqu'un qui m'a laissé un message. Ah, tiens, j'ai eu un SMS aussi. Puis j'ai eu un appel qui m'a laissé un message. Ça, c'est la famille ou les amis. Là, après, je prends l'autre. Ah, tiens, j'en ai 2 sur le WhatsApp. Ah, j'en ai pas d'autres, là, parce que c'est tard le soir, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Puis on est vendredi. Et on est vendredi. Mais sinon, ça, c'est quelque chose que je fais dans la journée en permanence. Après, je vais regarder mes mails. Parce que il n'y a pas que les WhatsApp, les SMS, les téléphones. Il y a les mails. Donc, je vais regarder mes mails. Donc, je passe ma journée à regarder tous les canaux de communication avec lesquels je suis en lien pour regarder qui a essayé de me joindre, qui a voulu me dire quelque chose. Vous faites le compte, je peux assez facilement arriver à 7 ou 8 canaux de communication différents. Maintenant, ils nous ont ajouté le Google Chat. Ça, c'est... Chez nous, en tout cas, il y a peut-être des gens qui connaissent ça depuis longtemps. Chez nous, c'est nouveau. Ça vient se rajouter au reste. Et chaque fois qu'on en rajoute un, on n'enlève pas les autres. Je passe ma journée à regarder, à gérer des interruptions, à voir qui a cherché à me joindre, à me demander si je vais répondre. Là, le téléphone, c'est un numéro, je ne connais pas. Il n'a pas laissé de message. Je ne vais pas le rappeler. Hein. Sachez-le, si vous voulez me joindre et que je n'ai pas votre nom gravé sur mon téléphone quand vous appelez, laissez un message, sinon je ne vous répondrai pas, parce que sinon je ne m'en sors pas. En plus, il y a les appels commerciaux qui viennent se rajouter. Et enfin, donc, la multiplication des outils informatiques qui remplacent les contacts humains, ça c'est complètement affolant, parce qu'en plus, très souvent, ils marchent mal. Mais moi, j'ai un exemple, j'ai parlé des moyens généraux. On avait une hotline. Désolé de parler anglais, je pense que tout le monde comprend ce que c'est qu'une hotline. Il y a une ampoule qui est grillée dans le couloir. Je faisais mon numéro de téléphone, hop, il y a une ampoule qui est grillée dans le couloir du bâtiment tant au rez-de-chaussée. Ils nous ont enlevé ça. Maintenant, il faut que j'aille sur un outil, sur mon ordinateur, que je me connecte sur un compte, que je fasse une demande qu'on appelle MyFM. Et alors en général, quand je vais jusqu'au bout du processus, ça marche pas trop mal. Mais je le fais pas. Non, je le fais pas, j'en ai marre. Je fais ce truc-là, se mettre 2 fois par an sur un truc qu'on a oublié au bout de 6 mois comment ça marchait, le temps de retrouver le truc, etc. La lampe du couloir, elle reste grillée. Si c'est dans mon bureau, je vais peut-être insister un peu plus. Mais si c'est celle du couloir, je vais pas y aller. Hein. Ou je vais attendre que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Mais tout le monde fait comme ça. Enfin, c'est un truc qu'on utilise 2 fois par an. On oublie toujours comment ça marche. Vous savez bien, les outils informatiques, il n'y en a pas 2 qui fonctionnent pareil en plus. Donc, on s'y paume à chaque fois. Et c'est en permanence comme ça. Et ce qui est dramatique, c'est que la DRH, la direction des ressources humaines, est quand même spécialiste de ça. Maintenant, aujourd'hui, ils ont mis en place un chatbot. Maintenant, c'est comme ça. Hein, c'est les termes modernes. Ou si on a une question sur comprendre pourquoi est-ce que on a été tel mois, il y a telle prime qui n'a pas été versée, ou qu'au contraire qui a été versée, etc., il y a un truc, on se dit que c'est pas normal, ou pour faire une demande quelle qu'elle soit. Il y a 20 ans, moi, il y avait un bâtiment qui était le bâtiment de la RH. J'allais au bâtiment, j'allais frapper à la bonne porte, je ressortais avec la réponse à ma question, avec l'attestation dont j'avais besoin, si j'avais besoin d'une attestation. Maintenant, c'est tout informatisé. Il faut effectivement rentrer la question avec un robot informatique qui peut éventuellement répondre correctement à la question, ça dépend des fois.
Et si la réponse n'est pas bonne, bah, c'est comme si vous avez expérimenté sur n'importe quel site internet commercial ou autre, ou pas commercial. C'est pareil, de temps en temps, vous avez des bonnes réponses, mais quand vous n'avez pas la bonne réponse, alors là, vous êtes foutu, vous ne savez pas quoi faire. Et nous, la DRH, c'est exactement ça. Et après, on a quand même des gens qui sont censés être, on appelle ça chez nous les Human Resource Business Partner. Déjà, ils ont réussi à mettre le mot business dans la direction des ressources humaines, c'est pas mal. Donc, ces gens-là sont normalement, c'est nos interlocuteurs quand on a ce type de problème. Mais au fait, ils sont aussi paumés que nous. Ils n'ont pas les réponses aux questions. Ils nous disent, regardez sur le Ask-HR, le chatbot. Ben, on a déjà fait. Ah oui. Donc, ce que je trouve ahurissant dans l'histoire, c'est que vraiment, c'est quand même plus facile d'avoir un être humain. C'est comme tout le monde le sait, quand on a un problème administratif particulier, le nombre de fois où on est là à se dire, mais quel est le moyen que j'ai de rentrer en contact avec un être humain ? De pouvoir lui expliquer que mon problème, c'est pas le même que celui des autres, parce que c'est un cas un peu particulier, que ça rentre dans aucune case, et que toutes les réponses qu'on me donne, eh ben, c'est généralisé dans, en tout cas, comme je vous l'ai dit en préambule, dans les grandes sociétés, les grands groupes, parce que je pense effectivement que Airbus n'est pas particulier, ni dans un sens ni dans l'autre. Je pense que c'est pas pareil dans les PME. Mais alors dans les grands groupes, c'est vraiment ça. Et dans mon université, c'est exactement pareil. Hein. Ça ne m'étonne pas. Si j'ai une ampoule qui lâche ou un ordinateur qui ne marche pas, il faut que je fasse un truc. Et je ne sais plus comment ça marche, parce que je ne l'ai pas utilisé fréquemment. Alors, dans notre pays, nous avons en ce moment une situation assez originale. Je vous ai mis un graphique. Sur ce graphique, vous voyez où est la France, en plein milieu. Elle est au milieu, un peu de nulle part, entre deux types de formes organisationnelles. Les organisations au plus juste, vous comprenez tout de suite ce que ça veut dire, c'est là où on cherche à être très très économe. Et puis, ce que l'on appelle les organisations apprenantes, c'est-à-dire des lieux dans lesquels, eh bien, on soit en permanence en train de s'améliorer, en train d'apprendre, et où, parce qu'on va exploiter les idées des uns et des autres, eh bien, on poursuit en permanence une amélioration de son organisation, de sa production et même de ses process et de ses produits. Il y a des pays qui ont plus largement fait cette orientation et vous voyez Danemark, Suède, Pays-Bas, bon, ce sont les pays du Nord et nous on est au milieu, là, en plein milieu. Alors on est mieux placé que la Grèce, le Portugal, l'Italie, on est d'accord. Mais on n'est pas suffisamment apprenant. Et vous vous doutez bien que dans ce mot « apprenant », il y a aussi la participation de la personne à son travail au quotidien, puisque c'est comme ça que l'organisation devient apprenante. Or, il y a des entreprises qui ont compris ça et qui le font. Et puis, il y en a qui sont tout le temps en train de se dire « oui, mais si je pouvais mégoter un petit peu sur les coûts, les salaires, etc. » et que je prenne des très jeunes et que je les paye et que je les emploie qu'en CDD, etc. Eh bien, on ne devient pas apprenant. Tous les pays dans lesquels ces organisations apprenantes sont plus nombreuses s'en sortent mieux et surtout ont moins de problèmes avec le travail au quotidien. Alors, ce qui est sûr, et je sens bien qu'il faut accélérer, ce qui est sûr, c'est que toute cette dimension d'apprentissage des salariés, eh bien, elle permet aussi de répondre aux attentes des salariés, mais parfois aussi des consommateurs. Nous rouspétons tous quand, sur le plan administratif, on n'a jamais d'humain, on a un chatbox qui ne répond pas ce qu'il faut. Et il nous est indispensable de créer cet apprentissage permanent dans les structures qui vont conduire à ce que les process soient moins crétins, à ce que les personnes trouvent plus de sens à leurs activités. Alors, les entreprises françaises, elles sont sous la moyenne dans l'encadrement coopératif, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur le fait qu'on peut demander à son N+1 ou à son voisin de céder. En revanche, elles sont au-dessus pour la dimension cognitive. La grande qualité des Français, c'est d'être créatifs.
Il n'y a aucun problème. Sur toutes les statistiques, sur tous les pays, on est toujours top niveau sur le créatif. On est toujours en train d'inventer. C'est sans doute pour ça qu'on râle tout le temps. Parce que comme on a beaucoup d'idées, eh bien, on est créatif. Et ce qui est terrible, c'est qu'en appliquant certaines des méthodes américaines de standardisation, de process, etc., on tue la créativité. Et ça, eh bien, l'avenir, c'est ça. Alors, si on fait ça, et si on réduit la précarisation, regardez mon graphique, la situation de la précarisation des jeunes de 15 à 24 ans. Pourquoi voulez-vous qu'ils aillent voter quand ils sont dans cette situation-là? Quand on est précaire, on est précaire. On se fout du reste. Je suis désolée, mais c'est évident. 52% en 2019, bon, je n'ai pas un chiffre plus récent, étaient en situation de précarité des 15-24 ans. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et vous voyez la différence par rapport aux 25-49 ans et aux 50 ans et plus. Donc cette lutte contre la précarité, et en particulier chez les plus jeunes, ça doit être un vrai objectif. Ben, cherchez-le dans les programmes. Les écarts des salaires, je ne peux pas m'empêcher de temps en temps de faire... C'est après-demain. Vous voyez, les salaires, on en a déjà parlé tout à l'heure. On a parlé au début de ce qui faisait un certain point positif. Le salaire minimum français est un des plus élevés d'Europe. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. Alors, on est tous d'accord, c'est pas suffisant, mais c'est comme ça. Et ça a forcément des conséquences. Donc, il est un des plus élevés d'Europe. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des écarts de salaire qui sont insupportables. Je ne rappellerai que celui qui concerne les femmes et qui peut aussi concerner les plus jeunes. Donc, ces situations-là, ben, on les connaît, les remèdes. On a vu la précarisation des plus jeunes. Il ne faut plus qu'il y ait de jeunes qui soient Uber non salariés. C'est simple. Eh bien, faisons-le et la vie aura changé. Surtout si en plus on y ajoute ce qu'on appelle la reconnaissance. Alors la reconnaissance dans le travail, tout à l'heure j'ai fait une plaisanterie avec l'histoire de la cuisine, mais dans le travail, il y a 2 jugements et 2 moyens d'être reconnu. Celui que je préfère, c'est le jugement de beauté par les pairs. Quand on vous dit « ça, c'est du bon boulot »,« ça, c'est bien ». Et c'est votre collègue, votre voisin qui dit « aujourd'hui, t'étais bon hein ». Et puis, il y a le jugement d'utilité, c'est moins... Mais c'est très important. C'est très important parce que c'est celui de la hiérarchie. C'est celui du client. N'hésitez jamais à dire à un serveur dans un restaurant que c'était bien. N'hésitez jamais à dire à un vendeur qu'il vous a bien servi, qu'il a été de bons conseils. Vous lui ferez un plaisir fou. C'est pas cher, hein? C'est facile. C'est aussi ça qui transforme le travail. Vous écoutez une double intervention de Marie-Christine Monoyer et d'Hervé Épinard sur le thème du travail. Le travail, situation contrastée, s'interrogèrent-ils? Ils étaient tous les deux les invités de la 16e Université chrétienne d'été de Castanet, qui s'est déroulée fin juin 2024. Encore un grand merci à Radio Présence pour cette captation.